Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais que vous l'attendez avec impatience parce que beaucoup de vos commentaires en fait les mentionnent dans les vidéos précédentes. Aujourd'hui, nous allons parler du plus petit des tétraodons, celui que tout le monde aimerait avoir chez soi. Je veux bien sûr parler du tétraodon nain jaune. Alors déjà, je voulais vous remercier parce que plus de 1500 vues sur les deux premières vidéos, un peu plus de 120 abonnés, moi, ça me touche. Et je vous avoue que je ne m'attendais pas à un tel engouement. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, lâchez un pouce, parce que ça fait toujours plaisir et ça m'encourage à faire les prochaines vidéos. Et vous allez voir, pour les prochaines vidéos, il y a des trucs assez cool qui arrivent. Donc, le nom scientifique de ce petit tétraodon, c'est le Carinotétraodon travancoricus. Je vais vous passer tous les détails, en fait, il y a plein de vidéos qui parlent de ça. Notamment, il y a la vidéo d'Annie Roy qui en parle, bon, même si Annie elle a tendance quand même à pas mal surdimensionner les bagues, parce que si on l'écoute, on met un individu dans 100 litres. Nous, on ne va pas parler de tout ce qui est étymologie, famille de l'animal, etc. On va vraiment parler de comment on le maintient, parce que ces petits animaux, là, moi, ça fait donc pareil, pas loin d'un an que je les ai, et j'ai pas mal de retours à vous faire, et surtout sur leurs habitudes, sur leur comportement. Et je sais que vous adorez connaître vraiment le comportement réel de l'animal dans votre aquarium au fur et à mesure du temps, ce dont il a besoin et ce dont il n'a pas besoin. Alors voici le bac là, il est derrière moi. Les petits loups en fait, ils sont passés quand même par plusieurs maisons différentes, donc on va en parler un petit peu parce que eux en fait, ils ont commencé dans un aquarium format cube de 30 litres où ils étaient 3 et puis j'en ai voulu 2 de plus parce que vous le savez très bien, parce qu'on en veut toujours de plus et puis quand on va à l'animalerie en fait, on passe devant les bacs et on les voit, ils sont devant la vitre, ils disent s'il te plaît, ramène-moi avec toi, s'il te plaît, ramène-moi avec toi. Et tu craques et du coup, tu changes d'aquarium parce que l'aquarium est trop petit. Et ensuite, tu rechanges encore d'aquarium parce que l'aquarium est trop petit. Enfin, bref, vous connaissez le cercle vicieux. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, je pense qu'on est tous passés par là. Donc ensuite, ils ont déménagé en fait dans un bac Zoolux. Je dois avoir une photo quelque part, je vais vous la mettre. En fait, c'était un bac de 50 litres, mais qui était quand même plutôt en hauteur. En fait, c'était un bac qui n'était pas très large, mais qui était quand même pas mal en hauteur. C'était un bac qui devait faire au moins 45 cm de haut. Et je ne le trouvais pas super adapté à leur comportement, parce qu'en fait, au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure des observations, je me suis rendu compte que c'était un poisson qui aimait quand même plutôt vivre assez bas dans l'aquarium, qui aime être près des pierres, près des plantes. C'est un poisson en fait qui est tout le temps en fait en recherche de nourriture. Et du coup, en fait, il a besoin de tourner comme ça autour des pierres et des plantes pour justement être à cette recherche de nourriture et même à scruter le fond à la recherche d'un ver qui dépasserait ou de choses comme ça. Donc ce bac, il n'était pas super adapté. Et j'avais envie de me faire un kiff parce que ça faisait longtemps que je voulais faire ce type de bac. Donc j'ai décidé de les mettre en fait dans un chalot. Donc chalot en anglais c'est peu profond et je voulais donc avoir ces petits loups dans ce type de bac. Aujourd'hui normalement j'ai 4 mâles et 4 femelles. Je dis bien a priori parce que c'est quand même pas forcément toujours aisé de les différencier. Et j'entends déjà ceux qui vont me dire Oui, normalement, il faut avoir un mâle pour minimum 2, 3 femelles. eh, les gars, franchement, allez en animalerie, quand ils sont tout petits, essayez de les distinguer, les mâles et les femelles. C'est la loterie. En gros, c'est comme quand ta femme est enceinte. Hein. Tu choisis pas le sexe du bébé, tu le sais qu'un petit peu plus tard. Et bien là, c'est exactement pareil. Et de toute façon, en fait, avec l'expérience, j'ai vite compris qu'en fait, sur l'ensemble des mâles, il y a un mâle dominant en fait, qui va se détacher. Et ce mâle dominant, il va vite devenir en fait le seul à tourner autour des femelles et il va en fait mettre les autres plutôt à part. Donc peu importe en fait que vous ayez un ou plusieurs mâles, vous aurez toujours un mâle dominant. Je vais vous refaire quand même un petit peu rapidement le topo pour voir un petit peu comment on distingue les mâles et les femelles. Alors les mâles c'est très simple en fait, ils ont une ligne foncée sous le ventre, clairement. Ils vont avoir des petites stries dorées juste derrière les yeux. En fait. Et ça c'est super facile pour les reconnaître. Ouais, les femelles en fait elles ont un ventre qui est quand même beaucoup plus jaune-blanc. Et au niveau des taches sur le corps, le mâle en fait a tendance à développer des taches qui sont plutôt linéaires qui vont jusque vers la queue, alors que les femelles, elles ont plutôt des grosses taches plutôt bleutées en fait sur l'arrière du corps. Bon, revenons à ce bac. Ce bac chalot, en fait, moi ce que j'aime clairement, c'est le fait qu'en fait l'ensemble du bac est occupé par du décor en fait, que ce soit les pierres ou les plantes, on a un bac qui est plein, il n'y a pas d'espace vide comme dans un bac où on va avoir le décor d'un côté, une grosse zone de nage de l'autre, ou avoir les pierres et les plantes qui vont à peine jusqu'à un tiers de la hauteur. Et ensuite, pareil, il y a une énorme zone de vide en haut. Et ça, moi, j'aime moins. J'aime bien avoir ce côté très plein. Je trouve que ça fait vraiment un petit côté jungle.
Bref, on adore les bacs shallow. Il fait toujours autour de 50 litres, puisqu'on a un bac qui fait 60 cm de long par 35 de profondeur par 25 de haut, si je ne dis pas de bêtises. Donc on a toujours un bac qui fait autour de 50 litres. Et c'est clairement ultra pratique quand vous faites la maintenance, parce que vous pouvez faire toute la maintenance de votre bac avec les pinces sans jamais avoir à mettre les mains dans l'eau, et ça c'est vraiment super pratique. Et clairement en plus moi j'aime pas trop mettre les mains dans l'eau parce que ça fait peur aux poissons, et ils sont plus habitués à la pince qui vient leur donner à manger, et cette pince elle me permet de tout nettoyer, et c'est clairement vachement plus pratique. Ce bac il est filtré par une pompe externe JBL Crystal Profi E402. Et ça aussi, c'est super important parce que ces petits loups, c'est des tétraodons, et les tétraodons, ça pollue dans tous les cas. Et surtout, je voulais avoir une filtration qui soit quand même super costaud pour avoir un maximum de bonnes bactéries, pour éviter principalement d'avoir de la cyanobactérie, parce que comme j'ai mis un sable blanc, c'est quand même un sable qui est quand même super propice au développement de la cyano. Et j'ai eu un départ de cyano dans ce bac, et je commence à peine à m'en débarrasser. D'ailleurs, depuis que j'ai mis la grosse filtration en place. Donc ça, c'est quand même super important. Vraiment, s'il y a un élément sur lequel il ne faut pas lésiner dans vos bacs, c'est la filtration. Prenez une bonne filtration, une filtration qui soit adaptée au volume de votre bac. Et on a ajouté les petites canules translucides. Moi, j'adore les petites canules translucides parce que clairement, moins on voit de technique dans le bac, mieux on se porte. Et celles-là, elles ont l'avantage de se fondre énormément dans le décor, et ça, c'est top. Passons aux questions que vous pourriez vous poser sur ce poisson passionnant. Pour moi, la question principale avant d'avoir ces poissons, c'était: mais quelle taille ils vont faire vraiment à l'âge adulte? Et combien de temps ils vont mettre à grandir? Cette question, j'ai poncé tout YouTube. J'ai posé la question à toutes les animaleries. Personne n'était capable de me répondre. Alors moi, je vais vous répondre parce que ça fait un an que je les ai. Aujourd'hui, dans ce bac, c'est pas difficile. Il y a 3 générations. Des adultes, des adolescents et des tout jeunes qui viennent de sortir de l'animalerie. Les adultes, vous allez les reconnaître tout de suite sur les images, en fait. Ils sont clairement vachement plus gros que les autres, hein. Et ceux qui viennent de sortir de l'animalerie, vous allez aussi les reconnaître. En général, ils sont quand même tout petits. Souvent en animalerie, ils ne sont pas super bien nourris, donc ils sont vachement plus fins. Et surtout, dès qu'ils mangent un verre, ils ont une boule au niveau du ventre, c'est juste incroyable. Eux, vous savez tout de suite quand ils sont rassasiés. Les jeunes, en fait, là, ils arrivent de l'animalerie, ils ont 10 jours. Donc, en général, quand ils déboulent en animalerie, ils ont environ 3 ou 4 mois à peu près de grossissement. Il faut savoir que c'est un des rares tétraodons que vous allez trouver en animalerie qui est souvent issu de la reproduction de l'élevage. Et ça, c'est quand même plutôt cool parce que c'est un tétraodon qu'on peut assez facilement reproduire en aquarium. Il y a pas mal de tutos d'ailleurs sur YouTube à ce propos, et j'en avais trouvé un qui était top, où le mec avait fait le truc en plusieurs vidéos, où il vous montre toutes les étapes de la fécondation à l'éclosion des œufs et au grossissement des alevins. Et ne vous en privez pas, dès que vous pouvez avoir des poissons d'élevage, c'est quand même vachement mieux. C'est des poissons qui sont habitués à la vie en aquarium, qui n'ont connu que ça. Et c'est souvent beaucoup plus simple de les maintenir, et vous aurez moins de problèmes de maladies ou de choses comme ça. Au final, ils grandissent assez vite. De mémoire, les adultes, ils ont mis à peu près 6 mois pour passer de l'étape donc sortie d'animalerie à la taille définitive. Et en taille finale, vous allez avoir les plus gros adultes, ils vont faire autour de 2,5-3 cm maximum. Mais comme c'est un poisson qui est quand même assez épais, en fait, forcément, vous avez l'impression d'avoir un plus gros poisson que si c'était, je sais pas moi, un néon de 3 cm. Vous allez avoir quand même un poisson assez solide de 3 cm. Et quand vous allez les sortir de l'animalerie, en général, ils font pas plus d'1 centimètre. Et comme je vous ai dit, c'est impossible de distinguer les mâles et les femelles. Donc c'est loterie, hein. Moi, personnellement, ce que j'essaye de faire, c'est quand même de regarder quand même pas mal la formation des taches. Comme je vous ai dit, les mâles ont tendance à développer plutôt une ligne sur la queue, alors que les femelles ont tendance à développer plutôt des pois. Ce qui est assez cool, c'est que à peine vous allez les mettre dans votre aquarium, qu'ils vont tout de suite en fait se mettre à explorer l'aquarium et à se mettre en recherche de nourriture. Et 1 heure après avoir fait de l'acclimatation, vous allez déjà pouvoir les nourrir, et vous allez voir qu'ils vont se jeter sur la nourriture. C'est vraiment un poisson qui est super curieux. Alors, question nourriture, c'est un carnivore exclusif. Donc les gars, cherchez pas à leur donner du granule ou des choses comme ça qui sont coupées avec des céréales ou autres. C'est un carnivore exclusif. Donc au niveau de la nourriture, vous allez leur donner des escargots, mais on va en reparler un petit peu plus tard. Mais ça va être quand même vachement du ver congelé, du ver vivant et quelques crustacés style escargot.
Alors forcément, comme c'est des carnivores, ils vont demander un petit peu d'attention. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez leur donner du congelé. Moi, personnellement, c'est vrai que comme j'ai les autres aussi qui quand même demandent pas mal de vivant, eux, je vais les nourrir beaucoup avec du vivant, et quasiment exclusivement d'ailleurs avec du vivant. Donc, pas mal de larves de moustiques rouges. Alors, la larve de moustique rouge, c'est pareil, on essaie de ne pas en donner tous les jours parce qu'en fait, c'est ultra nutritif et pour eux, en fait, c'est comme des cheeseburgers. C'est comme si vous leur donniez du McDo tous les jours. Alors, c'est clair qu'ils vont se jeter dessus. Vous allez voir qu'ils vont vite prendre du poids. Donc, tranquille avec les larves de moustiques rouges. Il y a un truc qui est génial, c'est le ver tubifex. Vous savez, c'est un ver en fait qui va se mettre en boule quand vous allez en avoir plein. Ils vont se mettre en forme de boule. Je vais vous faire un petit rush, vous allez voir un petit peu ce que c'est que le ver tubifex. Ça a un avantage en fait, c'est que c'est un ver qui est quand même beaucoup moins gras que les autres vers. Et surtout, en fait, c'est un ver que quand vous allez le mettre dans le bac, qui va venir s'enfoncer dans le sable en fait quand il n'est pas mangé et qui va ressortir de temps en temps. Donc ça fait aussi une réserve de nourriture permanente pour vos poissons et ça les oblige aussi à chasser. Et ça c'est super bon pour leur instinct et pour le fait qu'ils ne s'ennuient pas dans votre bac. Alors on va parler du chapitre sur les escargots parce que vous allez voir dans toutes les vidéos des gens qui se mettent en obligation de leur donner des escargots et ça c'est clairement la fausse bonne idée. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, oui, ce tétraodon a 4 dents, comme tous les tétraodons, mais déjà d'une, ces dents ne poussent pas à l'infini, donc il n'a pas besoin de les limer, il n'a pas besoin de les user. De deux, il n'a pas une bouche immense, et clairement, il n'a pas une bouche qui va venir casser des coquilles. Donc en fait, quand vous allez leur donner des escargots, ils vont attendre que les escargots sortent leur tête, ils vont les flinguer, ils vont venir tout de suite faire un croc, mais derrière, en fait, ils ne vont pas aller casser la coquille pour chercher le reste de l'escargot. Et du coup, vous vous retrouvez en fait avec des escargots morts dans votre bac qui vont finir par pourrir, et ça, c'est une très très mauvaise idée. Éventuellement, si vous voulez leur donner de l'escargot, moi déjà d'une, je vous conseille de casser la coquille avant de les mettre dans le bac. Donc si vous cassez la coquille, là, ils pourront le terminer, l'escargot, et ça, c'est une bonne chose, et vous n'aurez plus qu'à enlever les coquilles derrière. Mais ne laissez pas comme ça des escargots juste se faire manger un dixième de morceaux d'escargot et mort dans votre bac pour rien, ça sert à rien. Et comme je vous ai dit, ce n'est pas une obligation, et ce n'est pas une obligation nutritive non plus. Ces poissons, en fait, ils vont d'entrée de jeu se définir un territoire. Et quand j'ai fait le scape de cet aquarium, j'ai clairement voulu faire le scape en pensant à ça. Et c'est pour ça qu'en fait, dans ce scape, j'ai délimité plusieurs zones qui sont faites avec les grosses pierres. Donc on a une belle pierre de lave et 2 grosses dragonstones. Elles ont pour but de délimiter des territoires autour desquels les tétraodons vont se retrouver et qui vont pouvoir protéger. Donc on a ces zones de montagne avec ces petits îlots et je vois souvent en fait les petits loulous qui sont derrière. Ils sont 2 ou 3 maximum par affinité et ils vont se mettre dans ces zones. Donc autour de chacun de ces îlots. Et ça, c'est quand même un truc qu'il faut penser, en fait. C'est vraiment pas un poisson que vous allez avoir en banc. Donc ça sert à rien, en fait, de faire un scape avec une grosse partie d'un côté et une grosse zone de nage de l'autre côté, au final, parce que vous verrez que cette zone de nage, en fait, ils n'y seront jamais. Quand ils vont arriver sur la zone occupée, entre guillemets, enfin, la zone chargée de scape, entre guillemets, en fait, ils vont vite se mettre à se battre et à essayer de se filer des petits coups de tête pour se chasser l'un l'autre. Et ça, c'est pas forcément génial en termes de cohabitation. Donc vous voyez, au niveau du scape, comme toujours, comme sur tous mes bacs, j'ai mis une énorme pierre de lave pour faire un énorme repère à bactéries, pour faire un énorme réservoir de bactéries. C'est super important. Comme je vous ai dit, c'est un poisson quand même qui mange beaucoup. Donc qui dit qu'il mange beaucoup, il pollue beaucoup. Et c'est important, si un jour votre filtration elle tombe en panne, que vous avez une coupure d'électricité ou quelque chose comme ça, c'est quand même super important d'avoir toujours ce réservoir de bactéries qui est là et qui prend le relais. Si un jour vous décidez de déménager votre bac, de changer de scape, de changer de bac, quand vous allez prendre cette pierre que vous allez garder dans l'eau du bac le temps du déménagement, et que vous allez la remettre dans l'autre bac, vous allez avoir de la bactérie instantanément. Bon, au niveau des plantes, clairement, je ne suis pas un grand spécialiste des plantes. Désolé les gars de Flore Aquatique, je sais que vos vidéos, je sais que sur vos vidéos, je sais que vous adorez les plantes. Moi, je ne suis pas un grand spécialiste des plantes. D'ailleurs, vous me direz si, en commentaire si je fais des grosses erreurs au niveau plantes ou quoi. Normalement, j'ai pas trop de quoi me tromper. Hein. J'ai mis de la nubia,
J'ai mis un peu de plantes gazonnantes, qui est génial d'ailleurs, parce qu'en plus ça leur permet pas mal de se faire des petits parcours, et ou quand ils se pourchassent, de se semer les uns les autres. Mais on se prend pas la tête au niveau des plantes. Les plantes, on fait simple, on fait quelque chose qui pousse, on fait quelque chose qui ne demande pas trop de lumière, pas trop d'entretien, parce que la lumière c'est pareil, on va essayer de pas trop en mettre, pour avoir quand même le minimum de maintenance à faire sur ce bac. On ne veut pas d'algues, on ne veut pas de cyano, donc on met la lumière pas trop forte. Trop éclairé, je suis pas un grand fan non plus. Souvent les poissons, ça les énerve, ça les excite. Je préfère les voir paisibles dans leur bac plutôt que super énervés à nager dans tous les sens. D'ailleurs, en parlant de lumière, il y a un petit truc qu'il faut que vous sachiez, c'est que c'est un poisson qui va dormir assez vite en fait quand vous allez éteindre la lumière. Quand il dort, il ne faut pas que vous flippiez les premières fois. Oui, quand il va dormir, en fait, il va venir se poser sur une feuille d'Anubia. Il va entièrement se décolorer et vous allez croire qu'il est mort, alors que pas du tout. Il est juste en train de dormir. Et pareil, quand vous allez rentrer dans la pièce ou allumer la lumière de l'aquarium, eh bien, il va mettre quand même pas mal de temps à se réveiller. Il va mettre au moins 1 ou 2 minutes à se réveiller et à commencer à bouger et à commencer à retourner autour de l'aquarium. Pas de panique, mais c'est un poisson qui va venir dormir sur vos plantes, il va venir trouver une feuille, il va venir se poser sur la feuille et il va s'endormir. Une question que tout le monde se pose et pour laquelle il y a quand même pas mal de divergences dans les réponses, c'est est-ce qu'on peut leur mettre des petits potes à ces gars-là dans l'aquarium, parce que vous allez lire qu'en fait ils sont quand même pas mal exclusifs, que oui, à cause de leur territorialité, à cause du fait qu'ils aient des dents, qu'ils sont mangeurs de nageoires, qu'ils sont ultra agressifs, etc. Donc beaucoup vous disent que c'est un poisson qui va être exclusif dans son bac. Il faut prendre des pincettes avec tout ça. Oui, c'est pas le genre de poisson qu'on va aller mettre avec des guppies ou avec des combattants. Clairement, les guppies et les combattants, ils vont les défoncer et ce ne sera pas une bonne chose. Quoique j'aurais même tendance à dire que les combattants feraient peut-être même plutôt peur à vos tétraodons qui, du coup, se retrouveraient complètement freak dans un coin. Mais ça, j'en sais rien, j'ai pas fait l'expérience, j'ai pas envie de faire l'expérience. Par contre, c'est un poisson que vous pouvez mettre en fait avec quand même d'autres choses dans votre bac. Alors c'est sûr, vous n'allez pas mettre des escargots dans votre bac, ils vont venir les dégommer. Par contre, dans ce bac, il y avait un truc qui était primordial, c'est que je ne voulais absolument pas avoir de départ d'algues, et encore moins d'algues filamenteuses. Et la meilleure des recettes pour ne pas avoir de départ d'algues, c'est d'avoir des crevettes. Alors, j'ai fait un test. J'ai acheté d'abord, dans un premier temps, 2 crevettes que je suis venu mettre dans ce bac et j'ai observé ce qui se passait pendant 2 semaines. Il se trouve que les tétraodons nains ne touchent pas aux crevettes. Alors, allez savoir si c'est uniquement dans mon cas, mais pour le coup, j'ai des tétraodons qui viennent de plusieurs, comme je vous ai dit, j'ai des tétraodons qui viennent de plusieurs générations, donc qui ne sont pas a priori de la même fratrie, donc normalement on a des comportements relativement différents. Mais ça fonctionne avec les crevettes, et des crevettes aujourd'hui, dans ce bac, j'en ai 6, et tout se passe super bien. Les crevettes font leur job de crevettes, et elles le font très bien. Et les tétraodons, eux, ils vivent leur vie sans souci, et ils se préoccupent même pas des crevettes. Dans ce bac, il y a également un petit corydoras qui est là, qui fait son job aussi, qui va fouiller le fond en permanence, de temps en temps, manger les vers qui restent. Pareil, il fait sa life. Limite, je le trouve un peu trop excité et parfois il fait un peu flipper les tétraodons. Mais il a le mérite d'être là. Pareil, il fait son job et il emmerde personne. Et il n'y a aucun problème de cohabitation entre les deux. Donc ça, vous pouvez y aller aussi. Normalement, il n'y a aucun problème. Perso, sur ce bac, j'ai mis une température à 27 degrés. Alors, pourquoi à 27 degrés? Parce que je me suis rendu compte qu'à un moment donné, j'avais mis la température autour de 25. Et qu'au niveau de leur activité, en fait, ils mangeaient beaucoup moins. Mais alors, quand je dis beaucoup moins, vraiment beaucoup moins. Qu'ils étaient quand même pas mal amorphes. Ils restaient un petit peu dans leur coin, ils restaient un petit peu à l'ombre. Alors vous allez voir au niveau de la lumière, d'ailleurs pourquoi je la mets pas trop intense, parce que en termes de comportement, je suis pas sûr qu'ils aiment trop ça la lumière. Ils se mettent très souvent en fait à l'ombre des feuilles, des grosses feuilles d'Anubia. Et ça, c'est assez marrant de voir ça. Je pense qu'ils n'aiment pas les coups de soleil et ils ont bien raison. Donc voilà mon petit tips. Personnellement, la température de l'eau, je l'ai montée de quelques degrés, 27 degrés. Ils sont bien, ils sont super actifs et ils mangent top. Il y a tellement de choses à dire sur ce petit poisson. Il est génial. On pourrait presque en faire 2 vidéos. Moi, en tout cas, si je n'ai pas répondu à toutes vos questions, déjà, d'une, posez-les-moi en commentaire. Et dites-moi si vous voulez qu'on, justement, par rapport aux questions que vous me posez, si vous voulez qu'on fasse une seconde vidéo dans laquelle je réponds à ces questions-là.
ça pourrait être intéressant. Je pense que j'ai quand même pas mal dégrossi le sujet. On va se retrouver évidemment dans une prochaine vidéo. Donc il y a 2 petits concepts qui arrivent. Petit spoil, les amis de ma fille lui ont offert pour son anniversaire un combattant, sauf qu'à la base il lui a offert le combattant et juste un bocal, vous savez le truc de base. Donc on a fait un aquarium à combattant pour ma fille. Alors on va filmer ça et puis on va regarder un petit peu pareil au niveau du comportement du combattant, parce que j'attends un petit peu là, j'attends que ça fasse 2 ou 3 mois qu'on l'ait pour pouvoir vous faire une vidéo sur le comportement exact. Toujours pareil, est-ce qu'on peut lui mettre une cohabitation, quelle plante on va mettre, comment on va configurer le bac, etc. Ce qu'on va lui donner à manger. Et également une autre vidéo, mais là je vous en dis pas plus. Merci à tous pour votre soutien, à très vite, ciao.